Bonjour, Ah, je suis Lily Cassano, collaboratrice du Centre d'études internationales comparées en droit, économie, travail et environnement de l'Université de Modena-Reggio Emilia. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de mener l'une des interviews prévues par la recherche et la législation sur la santé et la sécurité au travail et les systèmes d'assurance à l'épreuve de la quatrième révolution industrielle avec mon collègue Emanuele Dagnino. Bonjour Emanuele. La recherche, la législation sur la santé et la sécurité au travail et les systèmes d'assurance à l'épreuve de la quatrième révolution industrielle a débuté en avril 2019 et était en cours de clôture. Le projet commandé au Centre d'études internationales et comparées en droit, économie, travail et environnement de l'Université de Modena et Reggio Emilia a été cofinancé par l'Institut national d'assurance contre les accidents du travail, INAIL, et avec la Fondation ADAPT comme partenaire. Le but de la recherche est l'étude des impacts des changements profonds qui sont indiqués par les concepts de quatrième révolution industrielle sur la réglementation de la santé et de la sécurité des travailleurs. Ces changements conduisent à l'émergence de nouveaux risques, pas seulement de nature physique, mais aussi euh, psychosociale pour les mhm. travailleurs. Le projet de recherche relève ainsi les défis de repenser entièrement la législation sur la santé et la sécurité dans les nouveaux environnements de travail, à la fois en termes de garanties et d'obligations prévues par la législation italienne. Les résultats de la recherche seront rassemblés dans plusieurs publications et à côté de la recherche proprement dite, il y aura aussi des guides pratiques pour les opérateurs de santé et sécurité au travail. Et dans le cadre de ces activités de recherche, on a décidé d'organiser ces interviews avec des experts d'autres pays pour enrichir la connaissance des sujets traités et pour échanger avec eux sur les résultats du projet. Et c'est pour ça que c'est un grand plaisir aujourd'hui de pouvoir échanger avec le professeur Joseph Adiringer. Bonjour et merci beaucoup Bonjour. pour avoir accepté cette invitation. Joseph Adiringer est maître de conférences en droit du travail à l'Université de Rennes, où elle est co-directrice du master droit social et même de l'Institut de l'UE, droit et Europe. Elle est auteure de nombreuses contributions dans des revues internationales et nationales sur les sujets de la santé et de la sécurité au travail, aussi en référence à l'impact de la transformation numérique. Et dans ce contexte, elle a accordé une attention particulière au rôle de l'entreprise et des acteurs dans la préparation des mesures de protection nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Aujourd'hui, nous allons échanger sur le sujet négociation des mesures préventives, la protection de la santé et de la sécurité au niveau d'entreprise. Ma première question concerne le rôle de l'entreprise. L'entreprise a été traditionnellement assujettie aux obligations préventives, mais aujourd'hui, une nouvelle importance du niveau d'entreprise semble émerger au sein de certaines réglementations et pratiques collectives, et l'entreprise devient le lieu de la régulation des mesures d'hygiène et de sécurité. C'est le cas, par exemple, de la gestion du droit à la déconnexion. Quelles sont, selon vous, les raisons de cette nouvelle centralité de l'entreprise? Oh, vaste question. Euh, alors, effectivement, dans une contribution que j'avais écrite dans la revue Droit social et notamment en collaboration avec le professeur Franck Eas, euh, nous étions intéressés à la place de l'entreprise et des acteurs de la négociation collective en matière de santé et aussi dans santé très large, c'est-à-dire la santé des travailleurs au travail et de la protection de la santé de la personne et notamment le développement des couvertures des frais de santé par les organismes mutualistes ou les assureurs. En s'intéressant à cette connexion-là, il se trouve en effet que
le législateur français renvoie à la négociation collective le soin de développer des dispositifs de prévention de la santé, notamment, comme vous l'avez évoqué, où se situe le droit à la déconnexion, mais plus largement de la négociation sur la qualité de vie au travail, qui est désormais une obligation de négocier, et figure également une autre obligation de négocier pour certaines entreprises de négocier c'est une négociation en faveur de la prévention des risques professionnels, et notamment dans les entreprises dans lesquelles les travailleurs sont exposés à certains risques particuliers pour la santé, la sécurité, le bruit, l'exposition à certaines substances, etc. Donc, de fait, le législateur renvoie effectivement à la négociation collective d'entreprise le soin de développer des accords collectifs pour prévenir la santé. L'une des raisons, à mon sens, c'est de donner une plus grande légitimité à l'entreprise pour devenir un espace de régulation de la santé et de la sécurité au travail, et de ne plus simplement se fonder sur le pouvoir de l'employeur, le pouvoir patronal, au titre de son obligation de sécurité. L'idée, c'est que si l'on veut que l'entreprise devienne un espace alternatif de régulation de la santé des travailleurs, la négociation collective et l'implication des représentants des salariés et des organisations syndicales donne à ce compromis et à ces compromis-là plus de légitimité sociale. Ça, c'est une première raison. Une seconde raison peut être aussi d'essayer d'inscrire justement cette question de la santé et de la sécurité dans un compromis entre patronat et syndicats, alors défini au plus près de la réalité sociale, d'où la négociation collective d'entreprise, mais laquelle est aussi en lien et articulée avec la négociation collective de branche en matière de prévention des risques professionnels, et aussi en matière de couverture des frais de santé, qui en France est aussi élaborée au niveau de la branche professionnelle. Et donc, pour cette prévention et cette couverture des risques du risque santé par le biais de la négociation collective, fait aussi intervenir un autre acteur, qui sont les assureurs, qui est dans le cadre de la protection sociale complémentaire, de faire en sorte que cette couverture des frais de santé, qui vient en complément de la sécurité sociale, soit définie conjointement entre salariés et entre employeurs, parce que les salariés participent au financement de cette complémentaire santé, que ce soit la couverture des frais de santé ou la possibilité de bénéficier d'une prévoyance dont bénéficient un certain nombre de salariés exposés à certains risques professionnels, et notamment des salariés qui sont en situation de fort absentéisme ou de désinsertion professionnelle, notamment liés aux risques psychosociaux. Et donc là, cette institution de la prévoyance, ce qu'en France on appelle la prévoyance, de la possibilité d'avoir un revenu de remplacement en cas d'arrêt de longue maladie, et nécessite justement ce compromis entre salariés et employeurs, et qui explique du coup le recours à la négociation collective plutôt qu'au pouvoir décisionnel unilatéral de l'employeur. J'espère que sur ces deux aspects, si vous avez d'autres explications, essayez d'être synthétique, mais ce n'est pas toujours évident dans le, dans le format d'une interview. Voilà. Merci. Vous avez déjà anticipé quelques sujets des prochaines questions, mais peut-être on peut essayer de explorer un petit peu la question des modalités d'action et des sujets d'intervention de la négociation au niveau des branches. Vous avez déjà parlé à propos du sujet de la qualité de la vie,
du droit à la déconnexion, il y a des autres sujets qui sont euh, euh, présentes, qui sont traitées dans la négociation au niveau d'entreprise en matière de santé et sécurité au travail. Et, est-il possible une interaction entre la négociation collective au niveau d'entreprise et les représentants des travailleurs au niveau d'entreprise, l'action des représentants des travailleurs au niveau d'entreprise? Alors, je ne suis pas sûre parce qu'il y a eu un élément, enfin, une partie de votre question qui a été coupée. Oui. La question S'il y a porte des sur la autres négociation. sujets, vous avez en parlé déjà du sujet de la qualité de la vie, de la déconnexion. S'il y a des autres sujets qui sont prioritaires au niveau des négociations d'entreprise dans le domaine de la santé et la sécurité, c'est la première question. Alors, Et oui. Alors, sur cette question-là, en fait, la question de la question de la négociation collective sur la santé, elle s'appuie en France sur plusieurs habilitations du législateur. Vous avez l'habilitation dont je vous ai parlé sur la prévention des risques professionnels qui concerne certaines entreprises dont les salariés sont exposés plus spécifiquement à des risques professionnels ou dans lesquels il y a un taux d'accidentologie de sinistralité important. Et donc, celles-ci ont l'obligation de mettre des dispositifs pour prévenir la santé et prévenir le maintien dans l'emploi des salariés qui occupent un emploi pénible ou qui ont un risque de maladie professionnelle. Vous avez la négociation collective en matière de protection sociale complémentaire et qui vise et c'est une obligation maintenant depuis 2013, à ce que les salariés puissent bénéficier d'une complémentaire santé, d'une couverture complémentaire santé, une couverture des frais de santé, des frais d'hospitalisation, médicaments, et dans lequel il y a également possiblement une couverture en termes de prévoyance et donc d'un revenu de remplacement en cas d'arrêt maladie qui vient du coup prendre le relais de la sécurité sociale. Et vous avez des dispositifs des négociations comme le droit à la déconnexion qui vise là à prendre en compte en fait les effets de l'organisation du travail sur la santé et en particulier sur la santé mentale. Ces trois thèmes du coup peuvent être négociés séparément ou peuvent être négociés ensemble dans des accords dans une logique plus globale de la santé. Et dans cette perspective, le législateur y invite quelque part à travers cette négociation sur la qualité de vie au travail. Et certaines entreprises ont effectivement se sont emparées de cette obligation de négocier pour avoir justement une négociation sur la santé de manière très globale, dans une logique préventive et qui du coup va voilà, prendre en compte la question de l'absentéisme, va prendre en compte les risques divers et variés qui pourront être source de risques psychosociaux pour les salariés ou d'autres sources de pénibilité du travail dans une logique organisationnelle de l'emploi et de prévention de la santé, mais dans une logique organisationnelle de bien-être au travail et sans perdre de vue la performance généralement économique de l'entreprise. Donc ça, c'est effectivement ce cadre-là, et c'est les thèmes de négociation les plus généralement développés dans l'entreprise. Il faut également évoquer la présence de plus en plus dans les accords conclus à l'occasion de restructuration, de licenciement pour motif économique, de suppression d'emplois, de l'intégration de chapitres dans ces accords collectifs qui visent à prévenir les risques psychosociaux liés aux restructurations.
Et ici, c'est moins en réalité la loi et le législateur qui invitent que la jurisprudence qui a pu reconnaître la responsabilité de l'employeur dans l'absence de dispositifs de prévention à l'occasion d'une restructuration. Et donc, certaines grandes entreprises décident maintenant d'en faire un thème de négociation avec les organisations syndicales pour mettre en place des dispositifs de prévention des risques psychosociaux à l'occasion d'une restructuration destructrice d'emploi. Donc, dans l'entreprise, c'est ces principaux thèmes-là qui sont l'objet de la négociation collective d'entreprise. Merci, merci beaucoup. Un risque lié à la définition des mesures au niveau de l'entreprise pourrait être celui de la diversité du niveau de protection au sein des différentes entreprises. Vous avez déjà mentionné le rôle de la négociation de branches. Est-ce que vous croyez que la négociation des branches pourrait aider pour la définition d'un niveau minimum de protection? Alors, à mon sens, la négociation de branches est tout à fait essentielle. Et précisément, je pense que le discours qui consiste à dire que la santé des travailleurs nécessite justement une approche très locale, que c'est ça qui donne l'importance à la négociation d'entreprise, conduit à déconsidérer l'importance de la négociation collective de branches, qui me semble au contraire tout à fait essentielle. Alors j'évoquerai deux exemples. Le premier exemple, c'est la négociation sur la prévention des risques professionnels dont je vous ai en faveur de la prévention des risques professionnels dont je vous ai parlé tout à l'heure. Cette négociation collective, elle a vocation à être arrimée avec un autre dispositif qui est le compte professionnel de prévention, qui permet aux travailleurs d'avoir donc un compte personnel au titre desquels, parce qu'il occupe un emploi pénible, parce qu'il est exposé à certains risques, va pouvoir avoir des droits à formation, des droits pour passer en temps partiel ou de partir plus tôt à la retraite. Donc, c'est un mécanisme, du coup, de solidarité au départ, qui est de dire certains salariés qui occupent des emplois pénibles vont pouvoir avoir des droits supplémentaires pour se former et changer de travail, mais surtout vont pouvoir partir plus tôt éventuellement à la retraite. Ce dispositif, il est important qu'il soit arrimé à une solidarité professionnelle, que tous les travailleurs qui occupent un même emploi, quelle que soit l'entreprise, qui font partie d'une même profession, puissent prétendre aux mêmes droits. Or, aujourd'hui, la négociation collective, parce qu'elle est principalement renvoyée à la négociation collective d'entreprise, conduit à cet effet que d'une entreprise à l'autre, les droits salariés du compte professionnel de prévention peuvent être totalement différents. Ça, c'est un premier exemple. Le second exemple, c'est l'exemple de la couverture santé complémentaire dont je vous ai parlé. Là encore, le choix en fait de renvoyer à la négociation collective d'entreprise conduit en réalité à faire que les petites entreprises se retrouvent principalement en fait dans un face-à-face avec les assureurs, avec les mutuelles, qui sont elles, quant à elles, des grandes entreprises. Et donc, dans cette négociation sur les contrats collectifs pour prendre en charge le risque santé des salariés de l'entreprise, les petites entreprises ont un pouvoir de négociation qui est en fait très, très faible. Et on se trouve là aussi dans une situation où les salariés des petites entreprises bénéficient d'une complémentaire santé qui est en réalité bien moindre que les salariés qui sont dans de grandes entreprises et qui ont une négociation et qui généralement font partie de groupes et qui ont du coup, eux, un pouvoir de négociation face aux assureurs et face aux complémentaires santé, ce qu'on appelle les OCAM. Et donc, on a des disparités qui vont être assez fortes entre les salariés selon qu'ils travaillent dans une petite entreprise ou une grande entreprise. Et
le droit à la santé suppose un égal droit à la santé, un égal droit de prise en charge de ses frais de santé, que l'on soit dans une petite entreprise ou dans une grosse entreprise. Et à mon sens, la négociation collective de branche permet justement cette égalisation des prestations et une solidarité entre les salariés de la branche, mais aussi entre les entreprises en réalité d'une branche, que petites et grandes entreprises soient solidaires dans la manière de prendre en charge les frais de santé des salariés au titre de la complémentaire santé qui vient en complément de la sécurité sociale. Donc c'est ces deux exemples-là qui me font penser l'importance de maintenir, mais peut-être aujourd'hui de renforcer la négociation collective de branche, bien plus que ce que le fait le législateur français, et en particulier à la suite des ordonnances du 22 septembre 2017, qui a très fragilisé le rôle de la négociation collective de branche. Merci. Vous avez bien expliqué avec le deuxième exemple l'importance du pouvoir de négociation avec, par exemple, les organismes d'assurance. Mais il y a aussi une question de compétences. La gestion au niveau d'entreprise, des questions aussi importantes, nécessite aujourd'hui des compétences élevées pour les différents acteurs au niveau d'entreprise. Pensez-vous que les syndicats et les représentants des entreprises sont prêts à relever ces défis sur les côtés des compétences, des connaissances sur les sujets santé et sécurité au travail? Est-il possible une interaction avec les professionnels de la santé et la sécurité dans ce côté? C'est une excellente question. Effectivement, alors, c'est une question peut-être à laquelle le juriste n'est peut-être pas le mieux à même de répondre parfaitement à cette question, faute pour lui de faire des études de terrain comme le font les sociologues. Mais j'apporterai quand même peut-être quelques éléments de réponse. Il se trouve en effet que au sein des organisations syndicales, j'ai pu moi constater en France que la question de la santé relevait de secteurs au sein des organisations syndicales à part du secteur qui s'occupe de la négociation collective. Qui relève plutôt, dans lequel les questions sont plus effectivement celles du droit du travail, celles de la représentation des salariés, du droit syndical. Et donc la question au sein des organisations syndicales, il y aurait certainement à travailler justement cette connexion qu'il y a entre droit du travail et droit de la protection sociale autour de cette thématique de la santé, et en lien avec le fait qu'elle émerge comme un objet particulier de la négociation collective. Et donc, au sein des organisations syndicales, c'est peut-être une manière peut-être de s'interroger sur leur stratégie, sur leur manière de s'organiser en interne pour saisir cette nouvelle thématique de négociation. Le fait est aussi que les acteurs de l'entreprise qui se saisissent de la négociation collective en matière de santé, là aussi c'est un objet relativement émergent par rapport à d'autres thèmes. La question de la santé et de la sécurité dans l'entreprise relevait auparavant plutôt d'une instance qui s'appelait le CHSCT, mais qui est maintenant réintégrée dans le comité social et économique. Mais c'est effectivement plutôt le rôle des représentants élus travaillant dans les instances face à l'employeur qui était lui responsable au titre de son obligation de sécurité.
Alors que les délégués syndicaux, dans le cadre de la négociation collective, les thématiques classiques, c'était le salaire, le temps de travail, et évidemment, à l'occasion des restructurations, les questions d'emploi, de mobilité, de formation qui pouvaient se poser. Mais la question de la santé n'était pas en tant que telle un objet de négociation, et ce qui conduit effectivement à ce qu'il y ait peut-être une, en tout cas une formation auprès des délégués syndicaux pour davantage les sensibiliser à l'importance de cette négociation, dans celles qui sont plus classiques sur le temps de travail et sur les restructurations, mais aussi lorsqu'ils ont à négocier sur ce thème-là au premier chef, notamment dans le cadre de la négociation sur la qualité de vie au travail, pour qu'ils puissent un petit peu s'approprier et faire des propositions, avancer des revendications sur ces thématiques-là. Donc ça, c'est pour répondre à votre question sur le rôle des représentants des salariés et les organisations syndicales et le rôle des acteurs de l'entreprise. Sur la seconde partie de votre question concernant le lien avec les acteurs de la santé au travail, alors, de leur côté, enfin là, encore une fois, c'est une expérience assez indirecte. J'ai été amenée à faire des formations auprès des médecins du travail, très investis sur les questions d'aptitude, inaptitude, et donc très monopolisés par cette question de l'inaptitude au travail et de savoir comment éventuellement aménager les postes de travail des salariés déclarés inaptes, ou en tout cas dont l'état de santé a été atteint. Mais en revanche, les aspects liés à la négociation collective, et ne serait-ce que de savoir ce que contiennent les accords collectifs d'entreprise, ils ignorent tout. Alors, ils ignorent que c'est un thème de négociation, ils ignorent les accords qui ont été de te s'y intéresser, ce qu'ils pourraient en faire. Donc, sans doute de la formation, mais aussi du temps. C'est-à-dire que là, les médecins du travail manquent de temps pour pouvoir se saisir de ces dispositifs qui sont contenus dans les accords collectifs d'entreprise qui existent. Et alors, du coup, évidemment, il faudrait encore plus de temps pour faire justement ce lien que vous suggérez entre les acteurs, les représentants des salariés, les acteurs de l'entreprise et les acteurs de la santé au travail. Pour l'instant, la réalité me semble très, très, très loin du compte. Les acteurs, il y a peut-être des volontés, notamment dans la CARSAT, donc qui est l'institut qui est au sein des caisses de sécurité sociale, qui a vocation à réparer les salariés pour les accidents de travail, maladies professionnelles, qui essaye d'investir notamment dans le cadre de conventions autour des questions de handicap, d'essayer d'investir et de créer des ponts entre les acteurs de l'entreprise, les entreprises et les caisses de sécurité sociale. Mais il me semble que la réalité des choses fait que pour l'instant, les acteurs ont du mal à dialoguer parce qu'il n'y a peut-être pas d'espace institutionnel pertinent et que les acteurs manquent de temps pour le faire, que ce soit les représentants des salariés ou les médecins du travail, qui sont les premiers chefs concernés. Merci. Et à propos des représentants des travailleurs, on a parlé de la formation des compétences, mais aussi l'information est importante, la connaissance des informations à propos de tous les sujets qui concernent la santé et la sécurité du travail. Est-ce que vous pensez que les représentants des travailleurs ont accès aux informations nécessaires pour négocier sur les sujets de la santé et de la sécurité? Il y a des dispositifs qui sont arrangés, qui sont pensés pour favoriser l'accès aux informations? Alors, depuis, alors bon,
le CHSCT, donc, qui était l'instance de représentation spécifique aux questions de santé et de sécurité, qui a intégré maintenant le comité social, enfin, qui est devenu maintenant le comité social économique depuis 2017 et qui est compétent en matière de santé et de sécurité, lui bénéficie d'un certain nombre d'informations en matière de santé et de sécurité. Évidemment, il a accès aux documents uniques élaborés par l'employeur d'évaluation des risques professionnels. Le programme de prévention est discuté. Il y a au moins 4 réunions du CSE qui est consacré à la santé et sécurité, et notamment sur le programme de prévention élaboré par l'employeur. Et chaque année, il y a un bilan de la situation générale sur la santé et les conditions de travail qui est également discuté au cours des réunions devant les représentants élus. Donc, ça, en termes d'information, il me semble que les représentants des salariés disposent d'informations. Par ailleurs, les représentants des salariés depuis 2013, et ici c'est à la fois les représentants élus, mais également les délégués syndicaux de l'entreprise, ont accès à une base de données économiques et sociales dans laquelle figurent un certain nombre de données, comme le nom l'indique, d'informations mises à disposition et accessibles de manière permanente pour les représentants des salariés, et qui cette base de données a vocation principalement à servir dans le cadre des procédures d'information et consultation ponctuelles, dont l'une porte sur la politique sociale de l'entreprise, et donc il y a également un volet sur les questions de santé, mais ça permet aussi de voir voilà, le nombre de salariés éventuellement qui sont en maladie, le nombre de licenciements, on va dire les va-et-vient dans l'entreprise, et de comment l'emploi peut être impacté de manière durable, notamment pour des raisons éventuellement de santé, et évidemment tout ce qui peut être accident du travail, maladie professionnelle, etc. Donc en termes d'information, il me semble que, en tout cas, le droit prévoit quand même des informations suffisamment complètes à destination des représentants des salariés. Mais encore une fois, ce qui leur manque souvent, c'est le temps de pouvoir, et ce d'autant plus que maintenant on leur met à disposition sur une base de données, et c'est à eux d'avoir du temps pour se libérer, pour analyser ces informations, d'avoir du temps pour aussi aller sur les lieux de travail, pour discuter avec les salariés, du temps pour se former sur éventuellement des sujets techniques, que ce soit je sais pas, l'amiante, les risques psychosociaux, liés au télétravail, etc., l'émergence de nouveaux risques liés à l'émergence du numérique ou à la robotique. Tout ça nécessite du temps de formation. Or, de ce point de vue-là, le droit du travail va plutôt dans le sens inverse, c'est-à-dire que, et en particulier l'ordonnance du 22 septembre 2017 est allée vers une diminution du nombre d'heures de délégation pour les représentants des salariés, une diminution du nombre de représentants des salariés, et aussi une centralisation des représentants des salariés qui sont aujourd'hui plus éloignés des lieux de travail, et donc des lieux d'exposition aux risques professionnels, et qui rend certainement plus difficile leur mission en matière de santé au travail. Donc, oui, ils ont de l'information, mais ils ont peu de temps pour le traiter, ils ont peu de temps pour se former à être en mesure de bien les saisir, et ils sont plus loin aussi de la réalité du travail des salariés du fait de la nouvelle réforme du droit du travail, qui a distendu le lien de représentation entre salariés et représentants des salariés. Et on pourrait ajouter à ça également le rôle des experts auxquels peuvent avoir accès les représentants des salariés,
Certaines expertises concernent spécifiquement la question de la santé et de la sécurité, notamment en cas de risque grave ou en cas d'aménagement important des conditions de travail. Et là encore, le rôle des experts est maintenant serré dans un temps très limité qui conduit à rendre plus compliqué le travail d'expertise et sans doute du coup à amoindrir la qualité de l'information et de l'analyse de l'information donnée aux représentants des salariés. Ok, merci beaucoup parce que vous avez nous donné des aperçus importants sur le contexte français, pas seulement sur le côté des droits, mais aussi sur le côté de la relation entre droit et réalité des lieux de travail. Il ne me reste pas que vous remercier beaucoup pour cet important échange et merci à tous pour votre attention. Merci. Merci beaucoup.